Vous avez découvert différents aspects de la qualité de vie au travail lors des 10 premières causeries sur la QVCT. Vous avez exploré avec nous la démarche QVCT et ses 4 étapes: préparation et cadrage, diagnostic, expérimentation et évaluation, diffusion et pérennisation. Aujourd'hui, nous nous intéresserons plus particulièrement à l'étape expérimentation, application sur le terrain. Restez avec nous, nous discutons de ce sujet maintenant avec le docteur Jean-Noël Amato de l'ARACT Réunion, agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Bonjour Jean-Noël Amato, nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau des causeries pour le 11e épisode de cette série sur la qualité de vie et les conditions de travail. Bonjour, merci pour cette invitation. Donc, on va être aujourd'hui sur l'expérimentation et on est vraiment dans la continuité et la poursuite des épisodes précédents. Donc voilà, je viendrai aujourd'hui approfondir certains éléments qu'on avait un peu soulevés lors des épisodes précédents. Je pense par exemple à l'outil de dialogue social. Donc là, je suis venu avec quelques premiers résultats sur l'île de la Réunion. Donc on va effectivement prendre le temps de rentrer dans ces résultats. Mais auparavant, c'est vrai que c'est un peu notre habitude dans cette émission. C'est un peu itératif, c'est un peu comme la démarche QVCT d'ailleurs. Il y a quelque chose d'un peu itératif dans notre façon d'aborder le sujet. Et du coup, on fait toujours un petit rappel de ce que l'on a vu. La dernière émission était consacrée au diagnostic. Donc, est-ce qu'on pourrait rebalayer un petit peu justement ce rappel pour évoquer ce que nous avons vu précédemment? Alors, tout à fait. Donc, première étape, c'est la QVCT, qualité de vie et conditions de travail. Finalement, de quoi parle-t-on? On va principalement parler de 6 sujets qui sont les relations au travail et le climat social, le contenu et l'organisation du travail, santé au travail et une petite nouveauté 2023, c'est santé au travail et prévention, compétences et parcours professionnels, l'égalité professionnelle pour tous, l'égalité au travail, et puis management participatif et engagement. On va aller jusqu'au projet d'entreprise avec vraiment l'importance de venir restituer et partager ce projet d'entreprise. Et donc du coup, sur cette représentation de la qualité de vie au travail et de ces différents sujets, on va retrouver donc le dialogue social, relation au travail, climat social, qui maintenant on appelle ça dialogue professionnel et dialogue social. Et c'est vraiment ce sujet-là qui est au cœur des différents autres sujets. Sur cette représentation, donc on a qualité de vie et conditions de travail au centre, les 6 sujets autour, et puis on voit différentes petites lignes. Ces différentes petites lignes, en fait, ça va être un peu nos indicateurs sur le contenu et l'organisation du travail. Voilà, qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Il faut aller chercher les fiches de poste, la gestion de l'activité, les procédures et les consignes. Donc on est vraiment sur ces indicateurs-là. Pareil sur santé et prévention, donc la réalisation et la diffusion du document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors là, ça n'apparaît plus, mais du coup, dans ce document unique d'évaluation des risques professionnels, en fait, il y a aussi l'évaluation de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Et du coup, pour une démarche QVCT optimisée, il faut à tout prix que les risques psychosociaux aient été évalués et plus ou moins délimités ou encadrés de façon à pouvoir aller vraiment sur des bases saines. Donc voilà, après sur l'égalité professionnelle, on retrouve la conciliation vie pro, vie perso. On a beaucoup d'indicateurs qui sont un peu RH sur la rémunération, les avantages sociaux. Et puis aussi, on a un autre élément qui est un peu en lien avec les risques psychosociaux, qui est la prévention des violences verbales, sexistes et sexuelles. Et puis du coup après, voilà le projet d'entreprise et le management, où là on a des éléments qui sont vraiment contributifs de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc c'est vraiment possibilité de discuter sur le travail. Le diagnostic ne peut pas se faire si on n'a pas cette possibilité-là. Participation des collaborateurs au changement. Alors la participation, c'est on les embarque avec nous, mais on vient aussi leur restituer l'état des lieux, les éléments du diagnostic
les éléments porteurs et puis les éléments qui viennent freiner un peu la démarche, mais en tout cas, on essaie d'avoir une démarche la plus transparente possible. Donc ça, c'est vraiment le grand modèle de qualité de vie et conditions de travail. Alors, c'est vrai que ce modèle, effectivement, ces pétales autour de la qualité de vie et les conditions de travail, on l'a vu à chaque reprise. Je pense qu'il faut quasiment le mémoriser, l'avoir un petit peu en tête, surtout lorsqu'on est dans une organisation qui veut évoluer sur ces aspects-là. Il faut un petit peu avoir tout cela en tête. Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez au moment de la phase de préparation et de cadrage de la démarche en entreprise, cette appropriation justement de l'ensemble de ces thématiques? Alors, complètement. C'est d'ailleurs ce qui vient un peu soutenir et supporter la phase de cadrage. Ce qu'il faut bien garder également en tête, c'est que ces différents sujets de qualité de vie et conditions de travail peuvent être pris indépendamment les uns des autres, mais ils sont aussi tous interconnectés. On ne peut pas se passer de santé, travail et prévention. Et puis, voilà, égalité professionnelle, on avait bien retrouvé prévention des violences verbales. C'est quelque chose qui est intégré normalement au document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, il y a vraiment une interconnexion entre ces différents sujets. Et puis, on a vraiment le sujet transverse, le sujet qui va venir permettre de déployer la démarche, qui est vraiment le dialogue professionnel et le dialogue social. Donc, je crois qu'on en a parlé. Alors, dialogue professionnel, dialogue social, on a une diapo là-dessus. Vous nous proposez une diapositive sur le sujet. Voilà. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la description de la différence entre dialogue professionnel et dialogue social ? Alors, tout à fait. Donc là, on est vraiment sur un jeu d'acteurs. Donc, il y a la direction en haut, les salariés, et puis on a l'encadrement, le management intermédiaire, et puis de l'autre côté, les représentants du personnel qui sont élus. Et donc, on voit bien qu'ils sont reliés tous par des flèches à deux directions. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans un jeu d'acteurs et d'échanger entre ces différents acteurs. Et puis, du coup, on a vraiment le dialogue professionnel qui est avec les salariés et puis avec l'encadrement et du coup avec la direction. Et sur ce dialogue professionnel, on est vraiment là pour parler du travail au quotidien, de ce que font les salariés, de leur activité, de leurs problématiques individuelles mais aussi collectives. Et on est vraiment sur une approche pragmatique. On va essayer d'innover, mais innover pour le quotidien du travail. De l'autre côté, du coup, on a le dialogue social avec la direction et les représentants du personnel, où là, on est vraiment sur une approche plus stratégique, OK, on va innover et on va, tenter d'améliorer les conditions de travail, mais on est vraiment sur du participatif, du stratégique. On est à une échelle un peu plus méta sur le dialogue social. Alors donc, dialogue professionnel, dialogue social, on l'a vu d'un côté, les partenaires sociaux, le dialogue avec la direction, et d'un autre côté, le parti professionnel avec les salariés, l'encadrement et la direction. Il n'y a pas de pont entre les deux, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, par exemple, des représentants du personnel dans le dialogue professionnel ? Ah si, mais complètement. Enfin, si. Là, pour le coup, alors là, j'ai remis un cadre dessus, mais on voit bien que le dialogue social est en pointillé. Il y a des flèches, effectivement, qui vont aussi, des représentants du personnel, encadrement, etc. Donc les flèches vont un petit peu entre tous les sens, entre ces différents pôles. Donc l'idée, c'est vraiment de garder en tête que c'est un jeu d'acteurs et le jeu peut être à différents niveaux. Mais voilà, il n'y a pas de blocage particulier. Enfin, en tout cas, en termes de définition, il n'y a pas de blocage particulier. Il n'y a pas de frontière étanche. Voilà, ce dialogue-là, il est beaucoup plus... une granulométrie, on va dire, on est capable effectivement de voir les dégradés de communication dans le dialogue avec ces deux pôles professionnel et social. Ok. Alors, la démarche, on l'a vu, 4 étapes. Est-ce qu'on pourrait rappeler ces 4 grandes étapes, si vous souhaitez ensuite revenir un peu sur cette phase de diagnostic également? Oui, alors du coup, donc, les 4 grandes étapes, c'est vraiment celle-ci, préparation et cadrage. Donc on avait fait un épisode complet sur cette étape-là.
Sur le deuxième épisode, lors du diagnostic, j'étais revenu sur l'idée que, ok, la note de cadrage c'est important, mais il faut aussi se prévoir une note de précaution. Et parce que finalement, la démarche QVCT, c'est une démarche d'amélioration en continu et qu'il vaut mieux faire petit pas par petit pas qu'un grand écart radical directement. Et donc cette note de précaution, ben voilà, elle va venir apporter quelques petits points de vigilance, parce que finalement, on sait où est-ce qu'il peut y avoir des écueils dans la démarche. Donc c'est pas mal de, ok, puisqu'on le sait, autant le mettre noir sur blanc, et comme ça au moins, concrètement, c'est quoi? Ce sont des points d'alerte très explicites. Comment est-ce que ça se passe, cette note de précaution? Alors ça va être l'idée, c'est de se prémunir un peu, par exemple, des éléments contextuels qu'on pourrait pas maîtriser. L'idée qui me vient en tête, un peu basique, mais c'est en 2020, le Covid, personne ne pouvait l'anticiper. Donc du coup, il y a eu pas mal d'entreprises qui se sont retrouvées dans une situation où ils avaient démarré une démarche QVCT, bam, confinement, tout le monde se retrouve en télétravail, mais un télétravail qui n'était pas forcément choisi ou partagé, mais voilà. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été réalisées. Alors ça nous a aussi permis de venir finalement expérimenter et savoir ok, ce qu'il ne faut pas faire la prochaine fois. Mais du coup, maintenant on le sait, donc on essaie de préconiser différemment. Mais par exemple, sur la démarche de télétravail, il est hyper important de mettre en place une charte de télétravail, mais que cette charte soit partagée. Ça veut dire à un moment ou à un autre, aller chercher les salariés et leur dire, voilà, on a écrit cette charte de télétravail, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas, qu'on puisse avoir un dialogue qui se crée et qui puisse faire évoluer les différentes étapes, alors que pendant le Covid, par exemple, le télétravail, c'était imposé forcément par la situation et par les circonstances exceptionnelles de confinement, mais quand même, justement, revenons-en sur cette question du télétravail. C'est extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont menées sur cette question du télétravail, des impacts psychologiques, des impacts sociaux, professionnels, etc. Est-ce que les organisations peuvent être seules face à ça? Parce que bien souvent, elles ne sont pas forcément documentées sur ces sujets-là. Même si on a des spécialistes des RH dans les entreprises, quelquefois, ils ne sont pas forcément complètement à jour sur ces sujets-là. Donc, est-ce que vous pouvez intervenir à ce moment-là Alors oui, on peut participer ou aider à la mise en place d'une charte télétravail. Donc on a déjà sur notre site internet différents éléments qui permettent de déployer, enfin de mesurer ce que font les personnes en télétravail et du coup de pouvoir ajuster une charte. Alors on a écrit une charte un peu généraliste, mais du coup pouvoir réajuster cette charte généraliste. Un peu d'autopromotion du coup, mais en octobre 2023, là, donc tout récemment, il y a eu le congrès de la SELF à Saint-Denis. Et du coup, avec Corinne Dubois, qui est notre directrice régionale, et puis Thomas Jacot, ainsi que Elisabetta Zibetti, qui est maître de conférence à l'Université Paris 8, j'ai fait une communication sur le télétravail, justement, avec le télétravail en 2022, deux contextes de mise en place. Une première enquête en janvier 2022 lorsqu'il était obligatoire, et puis une enquête en septembre-octobre 2022, et du coup, donc un an après la mise en place de la charte télétravail qui était en 2021. Et on voit clairement que utiliser une charte qui est partagée permet vraiment d'avoir des résultats positifs sur le télétravail. Les résultats qu'on a montrés, c'est que 2022, le principal résultat, c'est que tout le monde avait une crainte énorme d'un changement organisationnel non maîtrisé. Ça, c'était en janvier 2022. Septembre-octobre 2022, du coup, dans une autre organisation. Mais du coup, leur seule crainte,
C'était également un changement organisationnel non désiré. Donc, on a un petit peu fouillé leur réponse pour savoir mais de quoi qu'est-ce qu'ils craignent. Et en fait, donc, dans cette organisation, ils avaient le droit jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine et 2 jours ensuite en présentiel. Et leur crainte, c'était que leur manager leur dise ben non, il faudrait que tu reviennes 3 jours par semaine au lieu de seulement 2. On observe un petit peu ça d'ailleurs, il me semble, il y a un petit retour en arrière depuis la phase Covid. Alors, ouais, du coup, clairement, là, depuis fin 2022, début 2023, même encore à l'heure actuelle, j'ai trouvé pour la présentation d'octobre, là, j'avais fait une petite revue de presse, donc même jusqu'en septembre 2023, il y a beaucoup d'articles qui sortent sur, ok, mais de plus en plus, les personnes veulent un retour au présentiel. Enfin, du coup, l'organisation et... alors, c'est l'organisation et la gouvernance. Oui, c'est ça. Mais du coup, il y a aussi un certain nombre de salariés qui souhaitent quand même revenir un peu plus sur site. Donc, tu as oublié la question. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la question, c'était le retour en arrière, et c'est comment, effectivement, on fait que cette charte elle soit partagée, et notamment par rapport à ces craintes qui peuvent être... parce qu'il y a une nouvelle organisation qui s'est mise en place. Il y a une tendance au retour parce que finalement il y a aussi de nouvelles conditions d'autonomie, voire de liberté plus grande pour les salariés, donc de perte de contrôle. Donc tout ça, ce sont des tensions qui sont à maîtriser en fait. Oui. Alors, mais du coup, par exemple, vraiment en janvier 2022, cette crainte du changement organisationnel, c'était vraiment une crainte changement délétère. Alors que septembre-octobre 2022, c'était une crainte sanction. J'ai pas bien travaillé, hop, on me retire un jour de télétravail. 2023, là, jusqu'en septembre 2023, donc les organisations qui souhaitent un retour de leurs salariés. Après, ces organisations sont aussi soutenues par un certain nombre de travaux qui montrent que l'être humain est un être fondamentalement sociable, donc il a besoin de voir ses petits camarades. Donc aujourd'hui, la plupart des préconisations sur le télétravail, c'est 4 jours maximum de télétravail par semaine. Les full télétravail, il y en a de moins en moins et c'est des postes qui sont de moins en moins recherchés. Les personnes ne candidatent plus vraiment si on leur dit vous avez le droit à 5 jours de télétravail par semaine. Ils ont très peu de candidatures. C'est plus un élément attractif comme ça l'a été il y a encore quelques mois. Donc du coup on est vraiment sur un peu un changement de paradigme, mais ce changement de paradigme, finalement, c'est aussi dire aux personnes, OK, 3 jours de télétravail par semaine, c'est le maximum qu'on puisse accorder. Et en fait, si on met en place une charte qui est partagée par les salariés et la gouvernance, ils s'adaptent à ce 3 jours par semaine. Et en fait, ça leur convient très, très bien. Donc, c'est vraiment essayer d'avoir une démarche la plus transparente possible sur comment on met en place une démarche de télétravail. Alors dans les préconisations, bien sûr, vous vous inspirez des travaux de la recherche sur le sujet, et vous l'avez dit, il y a beaucoup de publications, beaucoup de connaissances aujourd'hui autour de cette question du télétravail, parce que c'est vraiment d'actualité pour le coup. Comment est-ce que aujourd'hui, est-ce que vous avez une réflexion à la RACT ou à la NAC par rapport à la transition écologique et la question du télétravail par exemple ? Alors, sur la transition écologique, oui, on a une réflexion sur ce sujet-là. On est plus... alors, le télétravail et transition écologique, ça va plus être abordé sous l'angle des mobilités, en fait. L'idée, c'est réduire la mobilité. Donc, alors après, sur l'île de la Réunion, c'est un peu compliqué, parce qu'il n'y a qu'une seule île, enfin, il n'y a qu'une seule route. On connaît le problème des bouchons, et c'est vrai pour les salariés, mais c'est vrai pour nos étudiants, par exemple, aussi, qui pour certains font de grandes distances tous les jours, des temps de transport considérables. Oui. Donc ça c'est une vraie question quand même d'un point de vue insulaire, notamment sur la volonté d'avoir une île décarbonée. Donc alors après il y a le développement, en tout cas alors pour les étudiants c'est un peu plus compliqué, mais pour les salariés il y a des développements de tiers-lieux. Alors parfois un peu compliqué parce que par exemple donc les tiers-lieux c'est plutôt pratique malgré tout, mais je repense par exemple j'ai travaillé avec la CAF de la Réunion, et en fait la CAF, comme ils gèrent
des dossiers d'allocataires, mais ils ont accès du coup à des données sensibles. Le côté travail sur tiers-lieu, en fait, c'est venir travailler. Par exemple, une personne qui habite à Saint-Paul, il y a une CAF à Saint-Paul, il peut se mettre en télétravail dans la CAF de Saint-Paul, même s'il est rattaché à la CAF de Saint-Pierre. Mais il faut qu'il soit sur des sites, qui sont des sites physiques. Mais voilà. Du coup, il n'a pas besoin de faire cette distance de Du transport. coup, il gagne quand même il gagne 1 heure de transport ou 2 heures par jour. Alors, tout ça, écoutez, c'est justement, ça nous envoie un petit peu sur la thématique du jour, qui est l'expérimentation. Là, on est bien dans le côté expérimental, innovation, et on voit bien qu'on ne peut pas se limiter simplement à regarder le travail, c'est aussi tout le contexte sociétal qu'il faut prendre en compte pour mesurer et mettre en place les nouvelles, pour l'amélioration des conditions de travail et la qualité de vie. Il faut prendre en compte beaucoup d'autres paramètres. Alors, pleinement. Alors, après, sur l'expérimentation, on est plus sur... il faut garder à l'esprit aussi qu'on expérimente sur des territoires, enfin pas des territoires, mais des périmètres un peu limités. Un service, un groupe de salariés, par exemple toutes les secrétaires ou tous les comptables, mais on va vraiment expérimenter sur des petits périmètres au sein de l'entreprise, et c'est seulement dans un second temps, une fois qu'on a évalué cette expérimentation, qu'on sait ce qui a fonctionné, pas fonctionné, lors de la 4e étape qui est la diffusion, où là on va venir diffuser sur l'ensemble de l'entreprise. Mais sinon, l'expérimentation, il faut garder à l'esprit que c'est vraiment dans un périmètre bien délimité, donc vraiment un rectangle. Voilà. Alors, vous avez des résultats, vous avez mené des travaux sur le sujet. Donc, il y a un certain nombre de sujets sur cette question du dialogue social qui ressortent à chaque fois comme étant les plus importants. C'est ça. Alors, du coup, le dialogue social, c'était vraiment le sujet transverse à l'ensemble d'une démarche. Et c'est ce qui va venir aussi connecter l'ensemble des différents sujets de la qualité de vie et des conditions de travail. Et donc, je vous avais dit la dernière fois, on a développé à l'île de la Réunion ce qu'on appelle l'outil de dialogue social, qui est gratuit et que vous pouvez utiliser sur notre site. Donc, sur notre site, donc, vous allez avoir deux boutons. Le premier bouton, c'est du coup évaluer la qualité du dialogue social. Donc, une fois que le dialogue social est déjà établi dans l'entreprise, quelle est sa qualité, comment il fonctionne. Et puis un deuxième bouton qui est démarrer un dialogue social de qualité. Du coup. Et donc là, pareil, avec un petit algorithme derrière qui va venir moyenner les réponses et du coup permettre de donner un score adapté aux répondants et aussi des préconisations qui lui seront vraiment utiles. Et du coup, donc ça, c'est l'algorithme va venir faire des calculs pour le répondant, donc des calculs individuels. Et nous, derrière, on enregistre quand même l'ensemble des données. Et du coup, on va venir consolider ces données. Donc là, sur l'île de la Réunion, à l'heure actuelle, là, les mesures ont été faites une première fois en août 2023 et une seconde fois en septembre 2023 avec le comité paritaire de l'ARACT Réunion. Et donc, du coup, on peut voir, par exemple, donc, les sujets qui font débat au sein du dialogue social. Donc, on retrouve dans 82% des cas la qualité de vie et les conditions de travail. Arrive à égalité les conditions de travail sur lesquelles on retrouve là, du coup, le télétravail, les risques psychosociaux, donc les violences sexistes et sexuelles, la pénibilité et puis la santé. Donc on est vraiment sur des éléments qui sont pris en compte dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et puis après, autre sujet qui fait débat, c'est les salaires et les primes. Donc ça, c'est vraiment les 3 sujets principaux. 3 grands sujets du dialogue. Qui ressortent. Social et professionnel. Alors, donc justement, continuons. La qualité du dialogue, parce que vous avez... mais on parle de qualité du dialogue. Comment est-ce que ça se mesure Alors, là, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui ? Ouais, alors on va venir le mesurer avec 2 petites questions, sur lesquelles les personnes répondent par oui ou non. Et là, pour le coup, on a vraiment des réponses qui sont très clivantes. Donc la première question, c'est le dialogue
entre les différentes parties, donc représentants du personnel et chefs d'entreprise ou manager, est-il satisfaisant dans votre entreprise ou votre organisation? Les agents de la fonction publique peuvent aussi utiliser cet outil. Et là, on a vraiment 50% de non et 50% de oui. Ça, c'est à La Réunion. À La Réunion, oui. D'accord. Mais c'est vrai ailleurs? C'est vrai à niveau national? Est-ce qu'on a vous avez des chiffres là-dessus? Alors, pour le moment, on n'a pas de chiffres, mais on va en avoir, puisque, alors je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, donc on a été formé sur le dispositif Arezo, appui aux relations sociales, et du coup, on a été formé par Laurence Théry, qui est directrice régionale Hauts-de-France, de l'ARACT Hauts-de-France. Et du coup, pendant qu'elle était là sur la formation, on a aussi reparamétré un petit outil pour le national. Donc on va venir récupérer les codes postaux qui du coup pour le national permet d'avoir un filtre par région ou par département. Sur l'île de la Réunion, en fait, utiliser les codes postaux, c'est un peu plus compliqué que prévu, et surtout sinon on a Saint-Paul qui est ultra grand en fait. La grande commune, oui. Donc, du coup, on a utilisé un autre type de découpage. Mais du coup, pour le national, on a reparamétré un peu l'outil avec les codes postaux nationaux. Donc, mais là, à chaque fois, on voit bien que les réponses sont vraiment très, très clivées. 50% de oui, 50% de non. Oui. Donc, ça nous conforte aussi dans l'idée qu'il faut impérativement qu'il y ait une note de cadrage qui soit mise en place dès le démarrage de la démarche. Démarche qui ne peut que fonctionner, je vous en rassure, mais du coup, il faut quand même prévoir cette petite note de cadrage et puis la petite note de précaution pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'écueil en cours de route. Très bien. Alors, pour poursuivre, puisqu'on va aborder l'expérimentation, et c'est vrai que c'est passionnant, mais la durée de nos émissions fait que les choses vont vite. On va s'intéresser donc à cette démarche expérimentation. Alors, l'expérimentation, c'est vraiment l'idée, c'est de garder à l'esprit que c'est un processus itératif. Donc, il faut définir le périmètre. Voilà, donc je vous l'avais dit, le cadrage et encadrer la démarche d'expérimentation, soit dans un service, soit un groupe de métiers. Analyser les nouveaux fonctionnements, ce qu'on va venir expérimenter, donc dire, ok, si on expérimente sur l'autonomie ou sur la flexibilité des horaires, comment vous gérez la possibilité où on vous dit, voilà, vu qu'il y a beaucoup de zones de congestion sur l'île de la Réunion, on vous autorise à venir entre 9h et 10h. Comment vous gérez ce 1 heure de flexibilité? Est-ce que vous le récupérez à la fin de journée, entre midi et 2, ou bien vous vous dites on vous fait cadeau de 1 heure? Tout est possible. Tout est possible, mais du coup, voilà, c'est l'idée de l'expérimentation, c'est de dire, on vous donne cette flexibilité d'horaire, comment vous en emparez et comment aussi vous faites un retour à l'entreprise qui vous laisse cette possibilité. Donc, cette souplesse, du coup, on va venir évaluer ensuite comment elle est utilisée. Et puis, l'expérimentation, c'est venir aussi dire, OK, on va ajuster, dire, OK, si vous avez de la souplesse le matin, et si vous nous dites, moi, il faut que je parte à chaque fois à 15h30 pour aller chercher mon enfant à l'école, OK, est-ce qu'entre midi et 2, il y a possibilité de rattraper? Alors, ça peut être rattraper un quart d'heure par jour et essayer de venir donc, tous les autres jours à 9h et du coup dire, OK, le moment où vous êtes arrivé à 10h, c'est parce qu'il y avait des embouteillages. C'est indépendant de votre volonté, mais voilà, comment on peut rattraper cet élément-là? Enfin, voilà, c'est vraiment ajusté au territoire, à la demande de l'entreprise, ou ça peut être aussi, par exemple, dire, OK, vous devez partir à 15h30 récupérer votre enfant, est-ce que vous ne pouvez pas, une fois que vous l'avez récupéré, vous remettre en télétravail 16h, 17h, et du coup, si la charte télétravail est bien élaborée, le 16h, 17h, ça peut être quelque chose de assez facile et cool à réaliser, mais c'est vraiment
voilà, l'expérimentation, c'est vraiment ça. On part d'une hypothèse. Qu'est-ce qui pourrait faciliter ou améliorer les conditions de travail des salariés? Et puis, voilà, on expérimente, on voit ce qui se passe après au quotidien. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit le côté itératif. Si on réajuste, peut-être qu'il faut redéfinir le périmètre, analyser à nouveau un nouveau contenu, etc., etc. Donc, vraiment, l'expérimentation, c'est vraiment ça, c'est comprendre et ensuite agir sur les conditions de travail. Si j'ai un message à faire passer, c'est celui-ci. Comprendre, agir. Tout à fait. Alors donc ça, c'est comprendre, agir. Et vous avez aussi un dispositif qui permet d'accompagner cette démarche, justement, d'évaluation, d'expérimentation. Donc ce fonds, est-ce que vous pourriez nous en parler ? C'est ça. Donc c'est le FACT, Fonds d'amélioration des conditions de travail. Moi, je trouve que c'est un super dispositif. En fait, ça permet vraiment d'accompagner des entreprises, des groupes d'entreprises, voire même un secteur complet sur une démarche, en fait. Ça peut être une branche professionnelle, par exemple ? Une branche professionnelle, ça peut être. Sur une démarche d'expérimentation dans le but d'améliorer les conditions de travail. Donc après, pour s'assurer que le FACT puisse vraiment fonctionner et que l'expérimentation puisse être cadrée ou délimitée, on va donner des thématiques à ces différents FACT. Donc le FACT, c'est un fonds sur toute l'année. Et en fait, tous les 3 mois, on va venir donner une nouvelle thématique. Donc dernièrement, il y avait faciliter les relations sociales dans une entreprise. Il y a eu aussi un FACT sur améliorer l'attractivité des entreprises. Et en ce moment même, la thématique du FACT, donc c'est une thématique qui est portée par nous, la RACT Réunion, mais aussi Martinique, Guadeloupe et Corse. Et on a appelé ça du coup le FACT insulaire. Et ce FACT insulaire a pour thématique du coup management et diversité. Donc diversité culturelle, mais aussi diversité des pratiques. Donc voilà, donc là on est assez large. Et l'idée, donc on a eu déjà quelques beaux projets qui ont été déposés. Et le FACT Management et Diversité, donc FACT insulaire, est valable jusqu'au 16, et reste ouvert jusqu'au 16 novembre de cette année. D'accord, donc ce fonds, donc comme son nom l'indique, il peut accompagner financièrement. Comment ça se passe C'est ça. C'est vraiment. Alors, c'est un accompagnement d'un consultant. Ça veut dire que l'entreprise développe son projet, dit voilà, je souhaite cadrer pour répondre à management et diversité. Je souhaiterais peut-être expérimenter sur comment je peux avoir une méthode plus participative. Et pour ça, pour mettre en place cette méthode participative, j'ai besoin d'un consultant. Et du coup, le consultant nous dit, voilà, moi je propose une démarche, alors soit classique, soit innovante. Enfin, après, l'idée, on va privilégier les démarches innovantes, mais en tout cas, les bases classiques ne sont pas exclues du dispositif. Donc, il nous propose la démarche. Et ensuite, donc nous, on reçoit le petit dossier, la présentation financière. Et du coup, en gros, je sais pas, en moyenne, on va venir cofinancer ou on participe à l'accompagnement et aux frais du consultant à hauteur de 10 à 15 jours pour une entreprise. Pour plusieurs entreprises, ça va être un petit peu différent. On va du coup financer le consultant, à travers l'entreprise, on redonne la subvention est donnée à l'entreprise, au porteur de projet. Mais du coup, ensuite, le porteur du projet va venir redistribuer aux consultants. Donc, s'il y a plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, là, pour le coup, ça va être 6 jours pour le consultant et on se réserve du coup un petit 5 jours d'accompagnement de l'entreprise et du groupe d'entreprise pour dire, OK, c'est bien beau d'avoir expérimenté, mais il faut aussi penser à capitaliser. Donc la capitalisation, pendant 5 jours, on va venir vous accompagner pour que vous puissiez être en mesure de diffuser dans toutes les entreprises et tous les secteurs de votre entreprise, puisqu'on garde quand même en tête que ça reste une démarche
qui est très personnel à l'entreprise. Donc, c'est comment on peut généraliser sur votre groupement d'entreprise. Ou sinon, après, là, on est un peu plus large en termes de jours, c'est carrément pour un secteur. Là, on peut aller sur une expérimentation beaucoup plus longue. Donc on peut solliciter ce fonds directement. Oui. Il y a sur notre site internet, là en ce moment même, possibilité d'accéder. Et par ailleurs, vous avez des différents appels à projets. Vous parliez tout à l'heure justement de ce management et diversité dans les entreprises insulaires. Donc là, ça fait partie d'un projet soutenu par le FAC justement. Voilà, c'est ça. Du coup, je me suis trompé, c'est jusqu'au 10 novembre. J'avais dit 16 novembre tout à l'heure. Donc encore un petit peu de temps alors du coup. Oui. Et donc là, il est vraiment porté par la Corse, Guadeloupe, Martinique puis la Réunion. Donc et pour le coup, je pense que ça va être un beau projet. On a déjà eu quelques propositions, par exemple, d'intervention entre Guadeloupe et Réunion avec du coup une approche un peu transculturelle. Ça peut être pas mal. Il y a aussi un projet Martinique-Réunion. Il y a possibilité de faire des trucs des choses intéressantes même entre réseaux insulaires. C'est et ça. comment est-ce qu'on peut avoir un petit coup d'œil justement sur ce qu'on trouve à l'intérieur de cet appel à projet pour les gens qui seraient intéressés pour y répondre d'ici le 10 novembre. Voilà, alors c'est ça. Donc le thème, c'est management, dialogue professionnel et diversité. Alors, il y a les structures éligibles. Ça, il faut bien y faire attention parce que pour le coup, on a eu, je sais plus, il y a une entreprise on a dû la repositionner sur un autre type de subvention. C'est management et dialogue professionnel, les thèmes, je vois, oui. Ouais, donc là, ça, il faut bien le structure éligible. Structure éligible, donc les entreprises de 300 salariés, les acteurs territoriaux, réseau d'entreprises, fédération OPCO, chambre consulaire, et pour les branches professionnelles et interprofessionnelles, implantés nécessairement en Corse, Réunion, Guadeloupe ou Martinique. Voilà. Alors peut-être qu'ils étaient ils avaient juste des représentations sur les insulaires et peut-être pas, ils n'étaient pas implantés chez nous. Mais du coup voilà. Donc ça il faut bien. Ils s'adressent à vous. C'est là comment ça se passe par l'ARACT, c'est ça? Oui, ils peuvent s'adresser directement à l'ARACT. À l'ARACT Réunion pour pouvoir accéder à ce projet et être accompagné du coup. Très bien, écoutez Jean-Noël Matteau. Juste on revoit bien du coup l'importance du dialogue social. Là je l'ai entouré en rouge, mais voilà, l'idée c'est vraiment de renouveler le dialogue professionnel au sein des entreprises, donc avec les différents salariés issus des diversités. Et puis du coup voilà, améliorer aussi le processus de décision et de participation des salariés. Ça c'est vraiment sur l'aspect management. Donc voilà, et puis après il y a un petit descriptif des modalités financières, mais c'est surtout structure éligible. Là il faut être vigilant sur cet élément-là. Il y a beaucoup plus de détails sur notre site internet et sur la page du FACT pour vraiment pouvoir candidater. Voilà, je pense que pas mal d'entreprises ou d'acteurs territoriaux pourront effectivement accéder à cet appel à projet. Jean-Noël Amato, nous arrivons au bout de cette émission. Encore une fois, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est une démarche passionnante. À chaque fois, on la redécouvre et tout son intérêt pour les entreprises, les organisations en général. Donc, merci beaucoup. Et puis, rendez-vous très bientôt pour la quatrième étape. La capitalisation et la pérennisation. Eh bien, très bonne journée, Jean-Noël Amato. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.